train for ya. You know I'd do anything for ya. Bonjour tout le monde, c'est Steve de Music Feelings. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit épisode un peu tranquille en fait. On va se faire un petit top. Je vais être honnête avec vous, c'est-à-dire qu'en ce moment, j'ai pas mal de choses à faire sur la chaîne. Il y a pas mal de petits aménagements. Donc, j'essaie de structurer tout ça. Il y aura pas mal de petites choses qui vont arriver petit à petit. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu au moment où je tourne cette vidéo, le Midnight with Stevie. This is Midnight with Stevie. Oui, Stevie. Je voulais mettre le hihi dans le générique, mais ils ont trouvé que c'était too much. Bref, en ce moment, je travaille pas mal en background, donc j'espère que vous allez aimer les petits aménagements qu'on va faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode plutôt tranquille. Je sais que tout le monde attendait que je vienne sur les fameuses polémiques sur les Grammy Awards et le fait que ce garçon-là ne soit pas nommé, mais c'est justement à cause de ça que j'ai pensé à Bruno Mars, c'est-à-dire que tout le monde était énervé, tout le monde était en train de se battre là sur Twitter, Nicki Minaj n'en pouvait plus, et j'ai beaucoup aimé la manière dont il est venu sortir sa pique en disant que si tu ne sors pas de musique, tu es sûr de ne pas te plaindre de perdre au Grammy Award. Think about it. Et j'ai beaucoup aimé cette petite pique parce que c'était une véritable pique. On le verra quand je vais faire ma vidéo sur les Grammy Awards qui va arriver très rapidement là. Mais aujourd'hui, on va surtout revenir sur le fait que Bruno Mars, qui est un des artistes les plus populaires de cette dernière décennie, il nous a livré des tubes comme celui-ci. Son dernier album a d'ailleurs gagné le fameux prix de l'album de l'année au Grammy Awards. I was singing were written by either Babyface, Jimmy Jam, Terry Lewis, or Teddy Riley. Ce monsieur-là a écrit des tubes pour beaucoup d'artistes comme Adele, comme Beyoncé. Et dans cette petite vidéo, je vais donc revenir sur 10 titres que vous avez peut-être écoutés, qui sont peut-être dans votre playlist, sur lesquels vous avez peut-être jamé, qui sont donc écrits par Bruno Mars. Mais vous ne le saviez pas forcément. On va le faire comme un hit parade en fait, c'est-à-dire qu'on va le faire un peu à l'ancienne. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et c'est le début. On va commencer par le titre qui a changé sa carrière. Alors, il faut comprendre que Bruno Mars arrive sur le territoire américain en 2003. À l'époque, il est totalement démuni, il veut faire carrière, il a sa guitare et c'est plus ou moins un petit latino qui essaie de trouver sa place dans l'industrie. Je dis petit latino pourquoi? Parce que c'est ce que les labels vont retenir. Quand il va se présenter devant les labels et il va dire qu'il s'appelle Peter Jane Hernandez, la plupart d'entre eux vont se dire qu'ils vont essayer d'en faire un autre Frankie G. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Frankie G c'était notamment ça. Et Frankie G c'est plutôt pas mal, mais Bruno Mars a une autre idée dans la tête. Il commence à démarcher pas mal de labels, il va signer chez La Montagne, il va se faire virer à plusieurs reprises. Mais comme on n'est pas là pour l'histoire de sa carrière, il faut surtout comprendre qu'entre 2003 et 2009, c'est la galère. Le gars vend des chansons pour quasiment rien du tout, jusqu'au jour où il va rencontrer deux autres personnes, Philip Lawrence et Harry Levine, avec lesquels il va former l'équipe de production qui va absolument tout changer dans sa vie, à savoir de Smithington. Ils vont se réunir, commencer à écrire des chansons et bien sûr démarcher les labels. Pour ne pas être enfermés dans un genre, ils vont absolument tout faire. Les ondes de fleury, le R&B, la pop, ils vont distribuer des chansons un peu partout et petit à petit ça va accrocher. L'un de leurs premiers placements, c'était sur l'un des meilleurs groupes féminins anglais. En tout cas, la première édition de Sugar Baby, c'est l'un des meilleurs groupes féminins vocalement anglais. Elles sont particulières en fait. C'est-à-dire que la manière dont les trois premières Sugar Baby gèrent leur voix ensemble, c'est très très fort. C'est l'un des rares groupes anglais dans ce schéma-là que je pourrais plus ou moins mettre sur la même ligne que certaines américaines. Toujours est-il qu'à l'époque, c'est absolument la pagaille chez les Sugar Baby. Elles se disputent, l'une part, l'autre revient et au final, quand cet album-là sort, il n'y a plus aucun membre originel du groupe en fait. C'est-à-dire qu'elles ont le même nom, mais il n'y a plus aucun membre originel et c'est aussi donc à ce moment-là que Bruno Mars va leur donner Get Sexy. Sur la première version, il y a encore Kesha qui est là, mais sur la version qui va être exploitée pour le très grand public, en fait, il n'y aura que des nouvelles membres, mais avec exactement le même nom de groupe. Le titre va avoir un bel accueil et pour Bruno Mars qui place des chansons depuis pas mal d'années, c'est une première en fait. Parce que l'année d'avant, il a essayé de placer une chanson dans l'album d'une chanteuse de R&B qui faisait son comeback et il lui a placé une balade pop un peu à la Whitney Houston. Il s'est dit, c'est Rodney Jerkins qui produit, c'est moi-même qui écrit, la chanteuse là c'est la reine du couloir, on va y arriver et bam, la chanson n'a jamais marché. C'était bien sûr Long Distance chanté par Brandy, extrait de son album Human.
Human, c'est l'album le moins brandy de Brandy, c'est-à-dire que c'est l'album que Brandy a sorti et qu'elle a ensuite après aimé parce qu'au début elle ne l'aimait pas du tout. Mais pour comprendre pourquoi elle a autant de mal avec son propre album, vous n'avez qu'à re-regarder ma vidéo sur Brandy et réécouter Human en fait. C'est-à-dire que quand vous allez faire les deux, vous allez comprendre que Human est très pop, il est chanté très lisse justement, il est chanté à la Whitney Houston, même si c'est déjà très harmonisé comparé à la plupart des chanteuses. Et donc de fait aujourd'hui elle a un petit désamour pour cet album. À l'époque c'était un gros désamour, mais c'est bien Bruno Mars qui a écrit ce second single qui a totalement enterré la promotion de l'album. C'était son premier gros placement, ça s'est plutôt mal passé et si vous voulez écouter la démo, ça donnait ça. Avec les Suga Baby, ils avaient totalement changé de style, mais ça avait commencé à marcher. Et qu'est-ce qu'ils vont se dire? Bien sûr, ils vont se dire, il faut qu'on insiste en fait. Et ils vont donc continuer à envoyer des chansons dans différents styles un peu partout. Un jour, ils vont tomber sur la démo d'un chanteur canadien qui s'appelait Kenan. Kenan devait donc sortir le titre que vous avez écouté au début de cette vidéo, Waving Flag. Et donc Bruno Mars va lui proposer de produire la chanson et ça va devenir l'hymne de la Coupe du Monde. Oui, je sais, ça a été diffusé tellement partout qu'on en a tous eu marre. C'est-à-dire que c'est la chanson pour les œuvres caritatives de Haïti, pour la Coupe du Monde. À un moment, c'était vraiment le truc passe-partout pour faire pleurer dans les chaumières. Mais ça a été un beau coup pour Bruno Mars parce qu'il était producteur de la chanson. Le titre s'est classé dans de nombreux pays, il s'est fait un nom. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à enchaîner. Et la manière dont ils ont enchaîné était très maligne. Ils se sont mis à envoyer encore d'autres démos plus pop à de nombreux labels. Et c'est donc comme ça que quand on voulait lancer un certain rappeur, vous savez le gars qui pense que la terre est plate, à savoir donc B.O.B, on a pensé à récupérer une démo de Bruno Mars. Mais il faut savoir que Nothing on You que vous connaissez bien là, était à la base destiné à louper fiasco. À cette époque-là, il va y avoir une formule très intéressante qui vont créer un espèce de son pop avec de légères influences un peu old school soul et un petit son un peu hip-hop. C'est ça qu'ils vont commencer à démarcher pas mal. C'est aussi à ce même moment précis que Bruno Mars va avoir la confiance du label pour se dire que il peut faire carrière solo. Donc on va associer ces éléments-là et c'est par là qu'il va faire les refrains de Travis McCoy sur Billionaire. Et vous retrouvez le même univers sur son trio avec Snoop Dogg et Wiz Khalifa parce que c'est la même unité de production en fait. C'est-à-dire que le son vient de lui et de ses gars et ensuite on ajoute les rappeurs et c'est pour ça que ça a la même identité. La formule fonctionnant, d'autres chanteurs vont venir flairer le bon filon et se dire « Mais Bruno là, est-ce qu'on ne peut pas partager? Je vois que tu as pas mal de démos, est-ce que tu ne peux pas m'en donner une ?» La personne qui va lui dire ça et qui va avoir le bon goût de lui dire ça, c'est bien sûr CeeLo Green et le titre c'était Fuck You. Ça va être un immense hit pour CeeLo Green. C'est ça qui va complètement le relancer. C'est même pour ça qu'il va aller à The Voice. Même si après, ça va très mal se passer à The Voice à cause des accusations d'agression sexuelle. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Bref, CeeLo Green est relancé grâce à Bruno Mars. Et encore une fois, je fais appel à votre oreille parce que c'est au niveau du son, en fait. Vous voyez bien ce truc un peu pop, un peu soul et la patte un peu plus funk insérée par l'interprétation de CeeLo. Maintenant que je pense que vous avez plus ou moins cerné l'identité sonore des Smithington, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est très facile. En fait, vous les avez écoutés des dizaines de fois et vous allez reconnaître toujours cette même envolée vocale. Par exemple, sur le titre de Far East Movement, I Granted Her. Ou encore sur la chanson de Mike Posner, vous vous rappelez de lui avec Lil Wayne. Là, c'était vraiment un titre qui à la base était prévu pour l'album de Bruno Mars, qu'ils n'ont pas retenu et ça s'entend en fait. Tous ces titres vont plus ou moins avoir de gros succès. Lui-même, de son côté, va s'établir en tant que chanteur solo. Donc, de fait, d'autres pop stars vont venir vers lui. Et notamment sur l'album de Jay-Z et de Kanye West, on retrouve Bruno Mars sur la chanson chantée par Beyoncé. Et là encore, dans la prod, vous allez reconnaître la patte de Kanye West. Mais dans la manière dont Beyoncé pose, dans la manière dont sa voix s'envole, là, vous allez reconnaître la même patte de Bruno Mars, c'était Lift Off. À partir de ce moment-là, ils commencent à moins envoyer des démos totalement façonnées en fait. C'est-à-dire que comme ils ont de gros artistes, ils essaient de compiler entre leur identité sonore et le son de l'artiste. C'est ce qu'on retrouve aussi sur l'album de Alicia Keys, sur la chanson Tears Always Win. C'est la même équipe et encore une fois, c'est très soulful parce que c'est Alicia Keys et on retrouve un peu cette petite touche pop. Ça fait même un peu Motown à certains moments. Je suis toujours un peu dégoûté que cette chanson n'ait pas marché même dans les charts R&B adultes, même si c'est aussi de sa faute au vu du second single, mais c'était ça.
Dans la même période, ils vont commencer à devoir travailler sur le second album de Bruno Mars. Là, nous sommes en 2012, 2 années ont passé, on les a entendus absolument partout. Et là où ils vont être très intelligents, c'est qu'ils vont se démarquer de ce son-là. Comme ils ont distribué ce son-là absolument partout et ils en sont conscients, sur le second album de Bruno Mars, dès le premier single, ce n'est plus la même identité, même si c'est la même formation. En réalité, c'est une prise de rêne de Bruno Mars et de Philippe Lawrence. C'est-à-dire que 2 des membres de la formation veulent pousser vers autre chose. D'ailleurs, ils ne veulent même plus écrire les chansons pour d'autres artistes parce qu'ils ont compris qu'ils sont arrivés à un stade et que s'ils continuent à donner leur son et des hits à d'autres, peut-être que ça peut leur desservir à eux. Ils ont un peu pris la grosse tête et ils se disent donc qu'ils vont limiter les petits dons de tubes par-ci par-là et continuer à construire l'identité de l'artiste Bruno Mars. L'une des dernières fois qu'on les a entendus ensemble à cette période-là, c'était sur l'album de Comeback, qui n'a pas été un comeback du groupe 88 Degrees, c'était la chanson de Long Way Home. Après ça, les choses se sont refroidies, ils se sont séparés jusqu'au jour où l'une des plus grandes vendeuses de l'histoire de la musique actuelle a appelé au téléphone, elle a appelé Bruno Mars et lui a dit « I want that thing, je veux ce petit côté pop soul là, j'écris mon album, je le termine, tout le monde l'attend, j'aurai 25 ans, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi ?» Et il va donc lui écrire avec ses compères la fameuse ballade All I Ask. C'était en 2015, c'était l'album d'Adèle. Et dans ce titre, il y a quelque chose quand même de plus Bruno Marsien de lui-même parce qu'en fait, il y a un côté très Boyz II Men dans la mélodie en fait. Dans la mélodie de chant qui n'existait pas forcément sur leur côté pop soul du début. Ça sonne hyper R&B 90 quand lui le chante. Mais ça correspond aussi très bien à l'univers pop, à la ballade grandiloquente, le côté « aime-moi, je vais me suicider, toi et moi, c'est jusqu'à la mort » d'Adèle. Et c'est ce qui faisait la force de Bruno Mars et de sa petite formation à cette période. Parce que depuis, ils ont arrêté de travailler ensemble. Mais même si moi, je n'appréciais pas spécialement chacune des chansons qu'ils produisaient, j'appréciais le fait qu'à chaque fois, on reconnaissait leur identité en fait. Chaque fois que j'écoutais, j'arrivais à savoir que c'était eux. Vous arrivez à voir le positionnement vocal de Bruno Mars, sauf sur un titre qui avait cartonné en 2009, oui, qui a été l'un de leurs plus gros succès. Je n'en avais pas parlé avant parce que c'est les On The Flowery et que bon, j'aime bien parler des On The Flowery quand je vais vers la fin de la vidéo, mais c'est le titre de Florida et de Kesha Right Wrong. Bon, c'était en 2009 et le truc c'est qu'ils n'avaient pas encore les moyens d'être producteurs de gros titres en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est produit par Dr. Luke, donc ils sont juste venus rajouter leurs pattes sur quelque chose qui était produit. Ils n'avaient pas encore les moyens de développer comme ils vont le faire leur propre identité sonore et c'est donc pour ça qu'effectivement on ne reconnaît pas totalement la patte de Bruno Mars. Il dit aussi qu'il a écrit ça alors qu'il était en train de parler avec Florida dans une voiture et je trouve honnêtement que ça s'entend. Non, mais plus sérieusement, ce qui est intéressant dans cette partie de la carrière de Bruno Mars, c'est la construction d'une identité sonore. C'est-à-dire que c'est la période où, effectivement, il écrivait pour plusieurs artistes et où il avait un son plus ou moins défini qui n'est plus du tout le même. Et ça, on verra dans une vidéo sur sa carrière parce qu'effectivement, il va évoluer. Depuis, les trois ne travaillent plus ensemble. Ils ont chacun pris des directions musicales différentes. Mais le sel de cette période-là qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est que tous ces titres-là mis bout à bout, en fait, vous reconnaissez un son précis. Et c'est d'autant plus frappant que Bruno Mars, la toute première fois que j'ai entendu une chanson écrite par lui, il n'était pas encore Bruno Mars, c'était sur un titre de Nina Sky. Vous vous rappelez de Nina Sky? C'était ça. C'était un truc pop hyper classique et hyper linéaire pour le comeback des Nina Sky en 2007 en fait. C'est-à-dire qu'elles n'avaient même pas encore fait leur Britney Spears, couper les cheveux et faire la musique bizarre qu'elles ont commencé à faire après là. Bref, déjà à cette époque-là, il plaçait ses chansons et c'est incroyable de voir comment il a progressé au point d'avoir un son, de construire une carrière, de façonner une identité musicale parce qu'effectivement, il va évoluer vers ça. Il va aller vers plein d'autres choses qui vont lui permettre de gagner ce fameux album de l'année aux Grammy Awards. D'ailleurs, un gros big up à notre ami MP qui avait encore copié. Voilà sur les filles. Il va finir par croire que je ne l'aime pas alors que c'est mon gars, hein. J'ai juste...
Bref, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui revenait donc sur Bruno Mars, comment il a construit plus ou moins une identité sonore à un moment précis et toutes les chansons qu'il a écrites pour d'autres artistes. N'hésitez pas à me dire si vous saviez que Bruno Mars écrivait ces titres-là. N'hésitez pas à me dire si vous aviez reconnu son empreinte sur ces différentes chansons-là. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ces chansons-là, si vous avez une préférée parmi ces chansons-là. Est-ce que vous aimez plutôt le trio entre Jay-Z, Beyoncé et Kanye West? Est-ce que vous aimez plutôt Long Distance de Brandy? Est-ce que vous aimez plutôt CeeLo Green, Fuck You? Ou encore Tears Always Win de Alicia Keys? Bref, toutes ces chansons-là, dites-moi ce que vous en pensez. Je veux vraiment savoir quelle est votre chanson préférée parmi les chansons qu'il a écrites pour d'autres artistes. Et je veux aussi savoir si ça vous intéresse que des fois, on parle un peu des songwriters ou qu'on parle aussi de ces autres aspects des carrières des artistes, le son, la production, la voix. Dites-moi si ça vous intéresse vraiment, comme ça on en fera un peu plus. Est-ce que vous voudriez que Bruno Mars retourne avec cette équipe de base ou est-ce que vous appréciez le fait qu'il soit allé vers d'autres horizons? J'expliquerai comment, pourquoi dans une autre vidéo. Pour le moment, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me suivre sur Instagram parce qu'en plus je fais un live cette semaine mardi. Et juste pour la pub de Midnight with Stevie et par amour pour mon propre single, je le repasse. And this is midnight with Stevie.